retour dans l'Africa Newsroom. Madame la vice-ministre et le monsieur secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO sont partis. Ils ont cédé leur place à un nouvel éditorialiste, c'est Gratien Rukinikiza. Gratien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Lancé il y a plus d'un mois pour régler la crise politique, le dialogue national en République démocratique du Congo se trouve malheureusement toujours dans l'impasse. Aucun consensus ne semble se dessiner. Pouvoir et opposition campent sur leurs positions. Points principaux de désaccord, le calendrier électoral et la manière de mener la période intérimaire. C'est un reportage de Jacques Amboka. Sur quoi débouchera le dialogue politique congolais? Quand est-ce que les partis engagés signeront-elles les résolutions de cette rencontre? Comment le pays sera géré pendant la transition qui se dessine? Autant de questions auxquelles le dialogue politique démarré le 1er septembre est censé apporter des réponses. Pourtant, les dits pour parler, contrairement à l'optimisme affiché au départ et face au blocage enregistré, cèdent progressivement place au doute. Les questions les plus importantes, c'est au niveau de la période de transition, ou alors la période qu'on appelle intérimaire, comment va-t-elle être gérée? Mais avant ça, il y a aussi un problème de calendrier. On a besoin de trouver des dates qui sont techniquement, qui peuvent techniquement fonctionner, mais qui sont aussi politiquement acceptables. D'aucuns estiment que la crise qui se dessine à l'horizon, causée par la non-organisation des élections dans les délais, ne pourra trouver solution que dans les dialogues. Pourtant, le format actuel de ces pourparlers divise encore les politiques. En tant que Bantou, le dialogue, c'est l'une des vertus qui fait que les hommes, quand ils n'arrivent pas à s'entendre sur une question donnée de la société, ils arrivent tous à se réunir ensemble pour parler de la question. La tâche du facilitateur désigné par l'Union africaine, Edem Kodjo, n'a cessé de se compliquer malgré quelques consensus dégagés entre la majorité et l'opposition. Dans ces blocages persistants, si l'intransigeance des protagonistes est réelle, plane aussi l'ombre du rassemblement de l'opposition qui insiste sur la tenue d'un dialogue réellement inclusif et mise sur son poids politique, qualifié par les observateurs d'incontournable. Pour l'instant, aucune date de la reprise du dialogue n'est donnée et les Congolais sont dans l'attente des résultats. Daouda, plus d'un mois maintenant que ce dialogue a été lancé. Quel bilan en dressez-vous, si on peut parler de bilan? Oui, je pense que pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler de bilan. En tout cas, il ne peut pas être annoncé comme positif. Beaucoup étaient sceptiques à l'entame de ce dialogue, dont moi-même. On a eu l'occasion d'en parler ici, parce que bon, le dialogue politique qui est prévu par les institutions aurait pu suffire pour régler la question électorale. Là, ça n'a pas été le cas. Maintenant, il semble qu'il y a quand même des avancées, parce qu'il y a une partie de l'opposition qui est autour de la table. Moi, à partir du moment où on bouge le calendrier électoral pour des raisons qui, je dirais, qui sont non avouées, ça me pose un problème, Maintenant, comment arriver à une solution? Bon, il faut que la solution, en tout cas, la meilleure solution possible maintenant qu'on est pris dans ce bourbier, en tout cas la classe politique congolaise, c'est d'arriver à des élections libres, transparentes, le plus tôt possible, avec une alternance démocratique qui se fait et il faut que le président Kabila l'accepte. Le plus tôt possible, Daouda, on n'y est pas vraiment, puisque le pouvoir, rappelons-le, la commission électorale a annoncé que l'élection présidentielle aura lieu en 2018, ce qui n'a pas ravi l'opposition, mais on peut comprendre cette opposition qui, dès le début, avait déjà prévenu, et même une partie de l'opposition, un rassemblement de l'opposition, avait même conditionné sa participation au dialogue politique par rapport à la date de l'élection présidentielle. On peut la comprendre, donc cette opposition qui refuse de participer au dialogue et qui refuse de signer un accord. On peut la comprendre, mais toujours est-il qu'il faut chercher vraiment un consensus. Mais la question de la République démocratique du Congo, elle est simple, c'est cette histoire de calendrier. On est en train de parler, ils vont discuter pendant des mois. C'est juste le temps d'organiser les élections. Mais on voit bien que le 27 novembre, il n'y aura pas d'élection présidentielle.
la question principale, c'est de gérer cette transition. Mais on ne peut pas parler de 2018 parce que c'est juste ce fichier qui pose un problème où on peut se dire, peu importe, on peut faire avec ce fichier, on pourra rectifier avec d'autres élections qui suivront. Mais on voit mal comment beaucoup de Congolais vont accepter d'aller jusqu'en 2018 avec ce glissement, parce qu'en Afrique, on arrive à trouver des termes. Il y a les uns qui glissent et d'autres qui changent la Constitution. Mais Gratien, clairement, en République démocratique du Congo, l'opposition a un peu l'impression que le pouvoir se moque d'elle. Vous comprenez ? Ah oui, ça se comprend bien, mais j'ai l'impression que ce n'est pas seulement l'opposition, mais aussi le peuple, quand on voit ce qui se passe au niveau du pays. Il y a la Constitution, il y a un président qui termine son mandat, soit il arrive à prolonger, à se présenter pour un autre mandat si la Constitution lui permet. Ce n'est pas permis, et en même temps, il veut glisser. On se demande vraiment ce qui est dans la tête du président Kabila, mais on voit bien qu'avec le sommet de Luanda, qu'éventuellement, il y a une certaine ouverture parce qu'il subit beaucoup d'oppression. Daouda, monsieur Kabila, Joseph Kabila, le président, on lui prête des ambitions qu'il n'a toujours pas confirmées, une ambition présidentielle. L'opposition, d'ailleurs, le soupçonne de faire glisser ce calendrier électoral volontairement, sciemment, pour se représenter. Or, il ne s'est toujours pas exprimé sur son ambition ou pas électorale. Oui, mais dans tous les cas, on va s'en tenir à la Constitution. Il ne peut pas se représenter en troisième mandat. Mais je pense que ce qui pose problème à Kabila également, au président Kabila, c'est la succession. Et finalement, est-ce que la personne qui va lui succéder va venir de la majorité présidentielle ou de l'opposition? Bon, on sait très bien que l'opposition est tiraillée, il y a des guerres, enfin, la classe politique congolaise est tiraillée, il y a des guerres politiques et politiciennes parfois. Et donc, moi, je me souviens que quand on avait eu ici M. Vital Kamerhe, il nous avait dit qu'il avait été à l'origine d'une proposition visant à donner un statut pour le président sortant. Si ça ne rassure pas Kabila, ce type de choses, je pense que ça ne le rassurera jamais. J'ai envie de dire, s'il craint l'après-Kabila, à mon avis, je ne sais pas si ce dialogue politique permettra de lui donner plus de garanties que la Constitution donne aux anciens présidents et les institutions du pays. Il faut que les choses se déroulent de manière normale. C'est normal, il faut souffler, il faut un nouvel air. Ça peut être quelqu'un issu de la majorité présidentielle ou de l'opposition, on verra bien. Mais l'important, c'est que l'élection se fasse. Bastien, très rapidement. Très rapidement, justement, il y a ce problème qui s'oppose de l'après-Kabila. Kabila qui s'estime jeune, mais en général, on peut s'estimer qu'en Afrique, on n'a pas des rois, on a des présidents qui ont des mandats. Si on est président jeune, on part jeune, on prépare son avenir comme tout citoyen. Et c'était devant le Parlement ce lundi 10 octobre lors d'un discours à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire. Le président rwandais Paul Kagame mettait en garde la France et a d'ailleurs menacé le pays d'une nouvelle rupture des relations diplomatiques. Mélina Bokassa et Gladys Mamba nous expliquent pourquoi. Regardez. Le Rwanda n'est pas le subordonné de la France. Ce sont les propos du chef de l'État rwandais, Paul Kagame, ce lundi 10 octobre 2016, devant le Parlement. De nouvelles tensions entre le Rwanda et la France ont réapparu juste après l'annonce de la réouverture de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président rwandais, Juvenal Habyarimana. Son avion avait été abattu en 1994, ce qui avait déclenché le génocide de centaines de milliers de Rwandais, principalement des Tutsis. Après avoir trouvé que ce qu'ils cherchaient ne reposait sur rien, j'ai lu dans les médias que nous devions tout recommencer. Donc nous allons tout recommencer. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais tout recommencer signifie que je dois rappeler à certaines personnes que le système judiciaire du Rwanda n'est pas subordonné à la France ou aux intérêts de la France. Souvenez-vous, autrefois, lorsqu'au lieu d'aller chercher un visa à l'ambassade de France, vous alliez dans une autre ambassade. Tout recommencer peut à nouveau signifier cela. En 2006, le Rwanda avait rompu les relations avec la France suite à la délivrance de mandats d'arrêt internationaux contre 9 de ses hauts responsables. L'enquête avait été close, mais le projet d'entendre à nouveau un témoin relance l'affaire. Il y a un témoin clé, un témoin important à leurs yeux, en la personne du lieutenant général Faustin Kayumba Nyamwasa. Donc, pourquoi je dis que c'est un témoin important dans cette affaire qui est relancée? Parce qu'au moment de l'attentat contre l'avion présidentiel,
Et c'était bien lui, le responsable, le chef de l'ensemble des services de renseignement du FPR. Les relations diplomatiques restaurées en 2009 entre la France et le Rwanda restent donc fragiles. Depuis plus d'un an, la France n'a plus d'ambassadeur à Kigali. Après le départ de Michel Flech, le gouvernement rwandais n'a pas délivré son accréditation à son successeur qui avait été désigné par Paris. Gracia, on ne peut pas dire que les relations entre les deux pays, France et Rwanda, soient vraiment au beau fixe, et ça dure depuis quelques années maintenant. Oui, ça dure depuis pratiquement le génocide, parce que les Rwandais ont accusé les militaires français d'avoir aidé, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui sont passées notamment à Abissé-Sero, mais en même temps, il faut savoir qu'il y a eu le juge Brugger qui s'est lancé dans le dossier et qui avait condamné, disons, qui avait inculpé certains militaires rwandais. Il y a même Rose qui était arrêté et disons mis en résidence surveillée en France. Et il y a eu un autre juge, le juge Trévidic, qui lui a conclu, disons, en non-lieu par rapport aux militaires du FPR, surtout qu'il disait qu'au niveau de la balistique, et quand on voit bien ce qu'il a dit, on peut même le constater quand on voit bien la colline Masaka où il se trouve et Kanombe, on dit que les tirs sont partis de Masaka pour la version qui accuse le FPR. Mais le juge disait que les tirs venaient de Kanombe à côté du palais présidentiel. Moi, personnellement, j'ai été à ce lieu-là, j'ai regardé les tirs. Quand on voit l'avion, comment l'avion a été déséquilibré jusqu'à 20 mètres du palais présidentiel, on comprend bien que les tirs venaient de l'avant, au niveau de la balistique. Et aujourd'hui, vous parlez de l'assassinat du président. De l'assassinat du président à Biarimana, donc de cet avion. Et aujourd'hui, si on veut relancer avec le général Nyamwasa, Kayumba Nyamwasa, qui connaît bien ce dossier, ou même qui hésite, parce qu'à un certain moment, il déclare comme quoi il a entendu de Kagame, comme quoi c'est eux qui ont descendu l'avion. Or, il était chargé des services de renseignement à ce moment-là, donc ça devrait être lui qui devrait préparer. On voit bien que la relance de ce dossier, en fait, c'est un jeu qui, on se demande vraiment les relations entre la France et le Rwanda, jusqu'où ils pourront aller. Oui, justement, Daouda Paul Kagame, le président rwandais, accuse clairement la France d'ingérence. Est-ce que c'est ce que vous pensez également ? Bon, je pense que c'est des relations qui sont tumultueuses et ça depuis assez longtemps. Bon, l'ingérence, ça dépend, il a peut-être ses raisons, mais bon, à partir du moment où cette accusation vient de ce que Gratien a expliqué, c'est-à-dire que l'implication, l'accusation de l'armée française vis-à-vis du génocide, maintenant, bon, il n'a pas non plus précisé grand-chose, tout tient à ça. Au génocide, et j'ai l'impression que à la réouverture de cette enquête suite aux témoins que le juge français souhaite entendre, mais je pense qu'il y a lieu également de différencier deux choses. Je pense que la justice, l'État, il serait intéressant quand même d'arriver à séparer les deux. En France, il y a quand même une justice qui a une certaine indépendance. Je dis bien une certaine indépendance. Maintenant, beaucoup d'organisations ont rejoint ces accusations, des organisations de la société civile, les accusations du président Paul Kagame vis-à-vis de l'implication ou au moins au bas mot que la France à l'époque ait laissé faire. Maintenant, bon, ce serait quand même pour des relations apaisées d'arriver à noter la séparation des pouvoirs, mais cette affaire-là n'est pas encore terminée, j'ai l'impression. Gratien, très rapidement, oui, s'il vous plaît. On sait bien qu'en France, les juges enquêteurs sont nommés par le pouvoir, donc ils sont du côté du pouvoir. Ce n'est pas comme les magistrats, ce qu'on appelle les magistrats assis. Ce qui fait que toujours c'est relancé par le pouvoir. Il y a une main du pouvoir qui peut accélérer ou freiner les choses. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.